Est-ce que l'un d'entre vous a une question? Pierre Georgini nous a encore séduit, frappé. Je vous avais écouté déjà sur ces propos et je trouve que vous nous apportez une lecture du réel et puis aussi une pensée du futur extraordinaire. J'avais juste une question à vous poser. L'intensité créative en matière d'éthique, comment vous la définiriez? Et juste pour vous dire que tout ce que vous avez dit va au cœur de nos préoccupations. On a l'impression d'avoir été aussi dans l'intensité créative en créant un espace éthique. On a maintenant un designer, Max Molon, qui a rejoint l'équipe depuis quelques semaines, longues semaines, et qui va participer aussi de notre pensée de ce que sont nos responsabilités. Et alors, avant que vous ne répondiez, prenez un engagement devant chacun d'entre nous. Vous revenez plus longtemps dans les semaines qui viennent, après la rentrée, peut-être en octobre, dans une journée thématique qu'on pourrait organiser avec vous, peut-être en partenariat d'ailleurs avec votre université. Vous en prenez l'engagement. Absolument. Voilà, sans ça, on ne vous laisse pas partir. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur l'intensivité créative en matière d'éthique? Oui, alors, le deuxième, pas le deuxième tome, mais le deuxième ouvrage, c'est drôle que vous évoquiez ça, parce que le titre est déjà défini, il va s'appeler Les Sentiers de la Recréation. Et c'est un travail que l'on a fait de façon assez pluridisciplinaire autour de ce que j'appelle les tiers-lieux. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, la question qui est clé, au fond, c'est de cesser de penser le monde uniquement avec une vision scientifique, c'est-à-dire le monde du oui ou non. Il faut qu'on apprenne à le penser évidemment avec le monde du oui ou non, parce que le monde du oui ou non reste extrêmement important, mais il faut qu'on apprenne aussi à le penser avec le monde du oui et non, et aussi qu'on apprenne à le penser avec le monde du ni oui ni non, c'est-à-dire le monde du spirituel. Et la question qui est clé, c'est où est-ce qu'on peut faire émerger ces tiers-lieux? Parce que ces lieux ne peuvent plus être les lieux institutionnels formels tels qu'ils existaient avant. Aujourd'hui, je pense que le tiers-semin ne peut se construire que dans une réarticulation au fond de ce que Patrick Ouandé appelle l'upper ground, c'est-à-dire la partie formalisée des États, des entreprises, des grandes associations, des ONG, des grands opérateurs formels, c'est-à-dire des institutions organisées, et puis ce qui est en train d'émerger partout dans ce que Patrick appelle l'underground, c'est-à-dire cette espèce d'espace non formel d'interaction sur des réseaux sociaux, etc., qui sont complètement connectés au réel et qui sont en train de péter de partout. C'est-à-dire que le pop-corn dont je parle tout à l'heure, ce qui me rend optimiste, c'est qu'il est aussi à l'œuvre dans les initiatives, dans les communautés de résilience économique, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, y compris chez les jeunes sur le terrain. Même les jeunes qui font de la conception, des ingénieurs chez nous, ICEN, HEI ou autres, qui font de la conception dans nos écosystèmes, on voit bien qu'ils embarquent dans leur conception des questions d'ordre éthique. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de questions à nos enseignants. Hein. C'est le problème de la pédagogie inversée. C'est que quand vous mettez des jeunes face non plus à un exercice didactique d'application d'un cours d'électronique, mais à la conception d'un système finalisé, évidemment, ce système fait sens, et dans ce cas-là, ils embarquent toutes les dimensions de la question, y compris leurs propres valeurs et ce qu'ils en pensent. Et donc cet underground, il est urgent de le reconnecter à l'upperground, et que l'upperground aille se réinventer dans cet underground. Et là, il est très important qu'on fasse naître des middle ground. Ces middle ground sont les tiers-lieux. Et donc, pour répondre à votre question, je crois que nous, on essaye. Les ateliers d'humanicité sont un tiers-lieu. Les écosystèmes innovants sont des tiers-lieux. Il y en a partout. Il y en a un rue de la Boétie. Je pense que vous êtes ici un tiers-lieu. Faisons émerger ces tiers-lieux et essayons de trouver les moyens d'influer sur les dirigeants de l'upperground pour qu'ils sachent que leur seul destin possible, qui nous permettra peut-être de ne pas aller dans le mur, c'est de trouver les moyens de venir se réinventer dans ces tiers-lieux. Et pour ça, on a identifié 4 principes fondamentaux qu'on a beaucoup travaillé donc dans le think tank qu'on a créé. Le premier, c'est l'altérité. Qu'on le veuille ou non, ça passera par des phases chaotiques, ça passera par peut-être des guerres, et on commence à revoir des marcheurs au pas apparaître à droite un peu partout, voilà. Mais qu'on le veuille ou non, nous rentrons dans le monde de l'altérité. Notre humanité ne s'en sortira pas si elle n'apprend pas, quelque part, à avancer avec modération dans un monde fait d'altérité, c'est-à-dire fait d'autres différents, source de notre propre devenir et réciproquement. Donc l'altérité. Deuxièmement, la résilience, et notamment la résilience économique, mais pas seulement. La résilience, elle va être au cœur, car lisez ce... Alors franchement, si je peux vous conseiller un livre, il n'y a pas de prosélytisme, il est magnifique, c'est le plus beau livre que j'ai lu
je crois, depuis 20 ans. Il est de mon ami Bertrand Vergely, et là je peux dire mon ami, et il s'appelle « La tentation de l'homme-dieu ». Il vient de sortir. Je sais que Bertrand est théologien orthodoxe, n'y voyez là non plus pas de prosélytisme. Franchement, La tentation de l'homme-dieu, et il est aussi agrégé de philosophie, est un livre assez extraordinaire. Et je crois que ce rapport à la toute-puissance, si on n'apprend pas à être résilient, nous sommes devant une telle capacité technoscientifique que si on n'apprend pas la résilience, y compris à nos enfants, alors on va passer par des phases compliquées. Il suffit simplement de lire certains textes que maintenant ils mettent un peu en sommeil, ce qui m'inquiète pas mal, autour notamment du transhumanisme. Et puis le troisième aspect, c'est la co-créativité, l'émergence co-créative. Il faut que l'on favorise partout, en tout lieu, cette émergence co-créative. Collaborer, c'est pas pareil que co-élaborer. Hein. Collaborer, on fait ça depuis des siècles. Comment on se met à co-élaborer? Cette émergence co-créative nous paraît absolument clé. Et le dernier pilier, c'est la réinventivité institutionnelle, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui est institutionnalisé apprenne à venir se réinventer dans ces undergrounds par le biais de ces tiers-lieux. Voilà, pour répondre, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais cette réinventivité. Quelqu'un qui est proche de Manuel Valls, dans un séminaire récemment, me disait, mais est-ce que vous auriez un conseil concret? Parce que tout ça, c'est de la théorie. Je dis, transformer l'ENA en l'ENEA. Alors il me dit, c'est quoi l'ENEA? Je dis, l'École nationale de l'émergence accompagnée. Juste un dernier commentaire à ma gauche de Max Molon. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Max Molon, donc je suis né après 83. Je suis designer et doctorant en SHS et je travaille à une forme de design pour une prospective critique ou une non-prospective peut-être. Donc je suis familier de ce genre de discours et très intéressé par la manière dont vous l'avez tourné, merci. Ça sera un commentaire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour échanger. À la base c'était une question, donc vu que maintenant c'est un commentaire, je me demande comment face à l'imprévisible, puisqu'avec la prospective, comme vous le dites, les phénomènes complexes, des systèmes complexes fait qu'on ne peut plus vraiment prédire notre avenir technologique. Je dis technologique parce que vous nous avez présenté ce paysage-là. Face à cet imprévisible et aux multiples, on va dire, vecteurs de futur que peuvent prendre tous ces petits points d'émergence que vous avez cités, de Google à tous les acteurs différents qui amènent leurs nouvelles technologies sur le marché. Je me demande quel type de posture on peut, des acteurs comme vous l'êtes peuvent acquérir dans la société. Là, aujourd'hui, c'était vulgarisation, une posture de vulgarisation, une autre peut-être de prévention, assurément de réflexion. Je me demande aussi quelle posture peut adopter le citoyen. À part acheter, à part voter avec son euro. Et donc c'est là où je suis très intéressé d'entendre la co-création. Et pour en venir du coup à cette troisième commentaire qui est sur oui, il faut créer des nouveaux lieux et sûrement des nouveaux espaces de débat pour que finalement, vous avez parlé de vision sous-jacente de l'homme. Bien, pour que cette vision sous-jacente de l'homme ou du préférable puisse être discutée de manière collective entre experts et non-experts. Et aujourd'hui, c'est effectivement des espaces, je pense que ceux qui vont émerger, ceux que j'essaie de contribuer moi à faire émerger, sont des espaces informels, informés, peut-être underground. Il va falloir trouver quels sont les mots à employer. Et je vois beaucoup d'espoir dans la manière dont vous avez tourné votre présentation. Et alors donc merci à nouveau pour votre collaboration à cet événement. Oui, merci de l'avoir dit parce que j'ai oublié quelque chose de fondamental parce qu'il n'est pas dans les 4 piliers mais il va de soi. La question clé sur ces tiers-lieux, c'est qu'ils soient inclusifs, c'est-à-dire que tout est dans le casting. Il faut que ces tiers-lieux soient ouverts et donc qu'ils soient les plus larges possibles. C'est quelque chose de fondamental. Il y a aujourd'hui des pseudo-tiers-lieux qui naissent mais qui ne sont pas de vrais tiers-lieux parce qu'il y a évidemment des conditions éthiques très précises à ce que ces tiers-lieux soient vraiment des tiers-lieux, et notamment dans l'éthique du casting, mais aussi dans la chasse aux dominations internes qui peuvent tenter de naître au sein de ces tiers-lieux, puisque ces tiers-lieux n'échappent pas aux fameux passagers clandestins. Et donc il y a évidemment tout un travail, mais ça mériterait un autre développement. C'est pas mal développé dans le tome 2. Voilà, en même temps, je fais la vente du tome 2. J'ai cédé tous mes droits, donc n'y voyez pas d'enrichissement personnel derrière ça. Merci à vous.